Mettez-vous ici. On est... Sitôt que j'ai introduit, c'est à vous la parole. Tranquillement. Chers consoeurs, chers confrères, chers invités, chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour une présentation d'ouvrage qui ouvre notre année académique. Je voudrais à ce propos vous indiquer que le sujet dont nous allons parler trouvera son prolongement dans notre déplacement à Fréjus, les mardis 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2024. Pour tous ceux qui participent à ce déplacement, nous allons vous envoyer, au début de la semaine prochaine, un déroulé complet de l'événement, puisque maintenant les aspects matériels sont très largement balisés, les choses organisées, et nous pouvons rendre tout cela public sans aucun problème. Je vous rappellerai aussi que demain nous avons eu la présentation d'un ouvrage concernant l'histoire de la Géorgie qui a été mené par notre ancien président Denis Fada, et cet ouvrage fera l'objet d'une présentation dans les mêmes conditions que celle d'aujourd'hui. Et puis nous aurons notre rentrée officielle le 4 octobre avec notre première séance de l'année consacrée au décentrement du regard. C'est une séance sur l'histoire de l'art et la nouvelle manière d'appréhender les phénomènes artistiques venus du Sud. Voilà. Je voudrais maintenant dire deux mots de Julie Dandurin et de son beau livre. Je voudrais rappeler, mais vous le savez largement, que Julie Dandurin est professeure des universités, à l'université de Lorraine, enseignant plus particulièrement à Metz, où elle a succédé à François Cochet, que beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'histoire militaire connaissent très bien. Julie Dandurin, c'est d'abord une tradition sorbonnarde, puisqu'agrégée d'histoire, docteur, titulaire de l'HDR, elle a fait preuve d'une activité intellectuelle remarquable à travers une série d'ouvrages dont je vais vous rappeler les titres avec précision, c'est pour ça que je saisis la bibliographie. Alors, le premier livre avec lequel elle s'est illustrée, c'est La capture de Samori, 1898, l'achèvement de la conquête de l'Afrique de l'Ouest, 2012. Et puis ensuite, son premier ouvrage sur Henri Gouraud, Photographie d'Afrique et d'Orient, trésor des archives du Quai d'Orsay. Puis elle a, le livre est de 2016, puis elle a présenté un ouvrage sur colonialisme et impérialisme, le parti colonial en pensée et en action, paru aux éditions Hémisphère en 2017.
qui constitue le cœur de son habilitation à diriger des recherches, un ouvrage sur une personnalité remarquable de sa famille, Marga d'Andurin, 1893-1948, une passion pour l'Orient, Le mari passeport, un ouvrage tout à fait passionnant dont je vous recommande la lecture. Le général Gouraud, un destin hors du commun de l'Afrique au Levant, paru chez Perrin en 2022, et qui montre combien Julie d'Andurin est vraiment la spécialiste du général Gouraud. Elle a bien mis en évidence notamment l'ampleur du fonds archivistique, photographique dont on dispose à propos de Gouraud. Et puis enfin, l'ouvrage dont nous allons parler, Les troupes coloniales, une histoire politique et militaire. J'ajouterais que Julie d'Andurin, c'est une chercheuse originale et engagée, dont l'activité ne se résume pas à écrire des livres, mais c'est aussi une animatrice de l'ensemble des revues universitaires consacrées aux problèmes de l'outre-mer et à la chose militaire. En effet, elle est présente dans les comités de rédaction des revues Outre-mer, Guerre mondiale et conflits contemporains, Revue historique des armées. Et cet engagement dans l'activité historienne est allé jusqu'à des prises de position courageuses, en particulier à l'occasion de sa participation à la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis, 1890-1894. Il faut rappeler qu'elle a été à cette occasion la cible d'attaques parfaitement injustes, parfois odieuses, et que le président de la commission de l'époque, Vincent Duclerc, n'a pas montré de volonté très ferme de soutenir notre consoeur. Voilà, je dirais ça. Voilà, cette question du Rwanda étant encore largement ouverte du point de vue géopolitique, je n'en dirai pas plus. Je voudrais aussi souligner un point qui n'a peut-être pas toujours retenu votre attention, c'est à quel point elle s'est engagée au sein de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je rappelle qu'elle a été élue le 17 mai 2019 en tant que membre de la deuxième section que je présidais à l'époque, succédant à Alain Lamballe, présent dans la salle, et que c'était moi qui l'avais installé à l'époque. Alors, elle a produit pour l'Académie de nombreuses publications. Je voudrais d'abord souligner sa coopération avec Jeanne-Marie Amatrose, L'Empire colonial français dans la Grande Guerre, ouvrage que vous connaissez bien, et où elle a traité de 2 chapitres, les actuels dom-tom dans la Grande Guerre et les pensions coloniales, une histoire de droit et de revendication. Elle a plus récemment œuvré au catalogue de l'exposition de Meaux, qu'ont pu visiter un certain nombre de nos consoeurs et confrères ayant participé au déplacement à Meaux et à Villers-Cotterêts, Combattre loin de chez soi, et elle a également traité de cette question des pensions militaires des indigènes. Alors, allons un petit peu plus loin. Sa contribution, ça a été aussi d'organiser avec Jacques Frémaux et Jérôme Boquet le colloque L'armée et l'islam, enjeux et débats en France du 19e au 21e siècle, qui vient juste de paraître, et c'est pour ça que je vous le signale. Je signale aussi que nous serions très désireux
compte rendu, qu'une recension de ce livre puisse être faite très rapidement. Voilà. Donc si vous sentez une vocation à traiter des rapports entre l'armée et l'islam, je vous attends volontiers. Et puis bien sûr, il faut évoquer les troupes coloniales, une histoire politique et militaire. Je ne vous ferai pas l'injure de résumer ce livre. Je pense que l'auteur est tout de même la mieux placée pour en parler de manière pertinente, et c'est la raison pour laquelle je lui passe désormais la parole. Merci de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Merci, chers confrères, peut-être chers consoeurs en distanciel. Merci, messieurs. Merci, monsieur Nicolas Gravaillin d'être là. Merci, monsieur Belfils et toute votre équipe à la bibliothèque d'être présents. Donc, je suis ici ce soir pour vous présenter effectivement ce livre sur les troupes coloniales et vous expliquer un petit peu pourquoi on arrive à faire ce genre d'ouvrage, y compris quand on est une femme. Je crois être la seule représentante féminine dans cette salle. Je fais remonter les chiffres et d'expliquer un petit peu un parcours de chercheur, parce qu'il s'agit au fond de ça. Je crois que tout simplement, pour dire des choses simples, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé trouver en bibliothèque quand j'ai commencé mon premier travail sur Henri Gouraud. En fait, tout simplement, il me manquait des éléments de compréhension de ce qu'étaient les troupes coloniales, parce que vous qui êtes là, vous connaissez très bien les troupes coloniales, mais nous, universitaires, on confond très facilement entre l'armée d'Afrique, les troupes coloniales, un zouave, un turcos, un bigorre, un marsouin. Tout ça, c'est un petit peu du chinois pour un jeune étudiant et même des universitaires confirmés. Et au fond, après avoir travaillé pendant des années sur le général Gouraud, avoir eu cette chance de travailler sur un fonds d'archives qui était gigantesque, et c'était véritablement ce que je voulais, c'était mon obsession, si je peux dire, de vouloir travailler sur archives et non pas faire ce que certains de mes collègues font. J'ai tendance à considérer qu'à l'université, il y a deux grandes catégories d'historiens. Les historiens qui vont dans les archives et qui font un travail d'archives et de rencontre de l'histoire à travers l'archive, et puis d'autres historiens qui sont plus dans de l'histoire très conceptualisante, où on invente des concepts et ensuite on construit un travail autour de ces concepts. Pour ma part, très tôt, j'ai décidé d'aller dans les archives. Et la raison pour laquelle j'ai voulu aller dans les archives, c'est quelque chose de très très personnel. Et je vais remonter un petit peu sur mon histoire familiale, si vous me permettez, pour que vous compreniez le parcours. Puisque, comme monsieur le secrétaire perpétuel l'a dit, j'ai une grand-mère qui a ouvert pour moi des horizons très très larges. Puisque quand j'étais enfant, j'ai, comme beaucoup d'enfants, fouillé dans les cartons de photographie et découvert que ma grand-mère avait vécu en Orient. Et ça a été, pour moi, enfant, quelque chose de tout à fait fascinant, de comprendre qu'il y avait une vie ailleurs qu'en métropole. Donc cette découverte de ce personnage, alors, il se trouve que le personnage est quelque peu fantasque, aventurier. Je viens de découvrir qu'elle rentre dans le cadre de l'anormalité foucaldienne. J'ai découvert ça il y a quelques jours. Bon, donc ce personnage m'a fasciné toute mon enfance et m'a doublement fascinée parce que ma grand-mère avait fasciné mon père. Et mon père, qui lui-même avait eu un parcours de vie assez étonnant, avec un engagement précoce dans la résistance, et qui lui a permis malgré tout d'en sortir vivant, mon père était tellement fasciné par sa mère qu'il me parlait de sa mère tout le temps. Et en grandissant, je comprenais que le mythe dépassait souvent la personnalité réelle de la femme qui était derrière. Et ce sont ces raisons qui m'ont poussée à faire de l'histoire. Je suis entrée en histoire comme d'autres entrent en religion ou dans d'autres professions, parce que je voulais aller à la rencontre de ma propre histoire, tout bêtement, et comprendre un petit peu qui avait été ma grand-mère, et par là même aussi mon père et moi-même. Et naturellement, quand j'ai fait le travail sur ma grand-mère, je suis allée à la rencontre de la femme et non pas du mythe. Et j'ai découvert un personnage qui n'était pas naturellement tout à fait celle que mon père m'avait racontée. Mais je me suis heurtée à une difficulté,
malgré tout, c'est qu'il n'y avait pas assez d'archives. Nous avions des archives familiales, mais pas suffisamment pour que je puisse revenir sur toute une série de mythes qui existaient et qui continuent d'exister autour d'elle, où on en fait une femme fatale, enfin voilà, beaucoup de choses. Et de là, j'ai conçu une conception de l'histoire qui était que l'histoire devait se faire à partir d'archives et que c'était l'archive qui permettait de fixer une situation donnée et qu'il fallait travailler vraiment sur document. Et donc, ça a été pour moi un objet de recherche de dire je veux travailler sur l'archive. Alors, comme mon histoire familiale me portait vers l'Orient, vers la Syrie et le Liban de l'époque mandataire, j'avais demandé aux responsables du Quai d'Orsay de me dire s'il y avait des archives qui étaient intéressantes chez eux. Et j'ai eu cette chance un jour, Pierre Fournier, qui était à l'époque le conservateur du Quai d'Orsay, de me dire « Nous venons de rentrer un fonds d'archives extraordinaire, c'est le fonds du général Gouraud ». Pierre Fournier était persuadé que je savais qui était le général Gouraud, puisque j'avais travaillé sur la Syrie et le Liban. Je ne connaissais pas le général Gouraud, comme tout étudiant qui se respecte. Et j'ai eu cette chance d'être emmenée par Pierre Fournier dans un box de voitures de l'avenue Lowendal, où le fonds Gouraud n'était pas encore classé, n'était même pas encore rentré au Quai d'Orsay, et j'ai pu, de visu, voir le fonds dans sa totalité, avant même qu'il intègre les locaux très sécurisés du Quai d'Orsay. Et quand je suis entrée dans ce box, j'ai eu l'impression d'entrer dans la caverne d'Ali Baba, et c'était absolument extraordinaire de pouvoir voir les archives. Pierre Fournier a eu la gentillesse de me permettre d'ouvrir quelques cartons, de voir qu'il y avait des photos, des lettres privées, des menus, des documents privés, des documents officiels. Et de ce jour-là, je me suis dit, bon, je travaillerai sur le général Gouraud. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais grandi dans un milieu tout à fait antimilitariste. Et j'étais bien évidemment imprégnée de cette culture antimilitariste que mon père m'avait inculquée, mon père ancien communiste, proche de Fabien. Et quand il a fallu penser à travailler sur le général Gouraud, ça n'avait rien d'évident pour moi, parce que je n'avais pas de culture militaire, je n'avais aucune culture militaire, d'histoire militaire, et je ne faisais pas bien la différence entre un capitaine et un général. Et donc, il a fallu travailler, et il m'a fallu travailler beaucoup, et j'espère que c'est à cette aune que vous mesurez le travail que j'ai pu effectuer, à la fois sur le général Gouraud et à la fois sur les troupes coloniales, puisque en réalité, ça a été mon parcours de recherche. Ça a été, au fond, de me dire il faut que j'arrive à comprendre ce qu'est le milieu militaire, et particulièrement ce qu'est le milieu colonial, pour comprendre aussi pourquoi des Français sont partis aux colonies, donc bien sûr mes grands-parents, mais d'autres, pourquoi ils sont allés s'installer et comment, dans le contexte de leur installation, pour un historien, il est nécessaire à un moment de comprendre en fait le milieu militaire qui était autour de tous ces colons colonialistes et coloniaux. Alors donc, après avoir travaillé une dizaine d'années et même un peu plus sur le général Gouraud, j'avais acquis, grâce à son fonds d'archives qui est d'une précision extrême, qui donne énormément d'informations, beaucoup plus que ce que l'on peut trouver habituellement dans les ouvrages, parce que Henri Gouraud était un réel conservateur, un maniaque même de la conservation de l'archive. Il a tout gardé. Alors, on n'a pas réussi à savoir avec les membres de sa famille, les conservateurs. On ne sait pas exactement si Henri Gouraud était lui-même un maniaque de la conservation d'archives ou si c'était sa mère à qui il envoyait les archives. Mais toujours est-il que la quantité de documents qui existent aujourd'hui dans le fonds Gouraud aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'est 500 cartons d'archives. Ça fait partie des plus gros fonds d'archives qui existent en tant que fonds privé. Et pour ma part, je n'en ai exploité que la moitié, à peu près 200 cartons, ce qui représente un volume considérable de documents. Donc il y a encore des travaux à faire sur Henri Gouraud. Je laisserai ça à mes successeurs et mes étudiants. Mais après avoir travaillé sur Henri Gouraud et avoir, je crois, compris une carrière dans sa diversité qui est très intéressante parce que c'est une carrière métropolitaine au départ, qui ensuite bascule dans l'infanterie coloniale au moment de la grande transformation de 1900, et puis qui fait une carrière au sein de la coloniale, mais tout en ayant un regard toujours très tourné vers la métropole. Je me suis dit qu'il fallait profiter de cette bonne connaissance du général Gouraud et de ce que ses archives avaient apporté à la connaissance pour faire une histoire plus globale des troupes coloniales.
Alors, cette histoire des troupes coloniales, j'en avais besoin et j'estime en avoir besoin parce qu'aujourd'hui, et même moi, quand j'ai fait mes travaux sur Henri Gouraud, je voyais beaucoup, et d'ailleurs moi-même j'ai écrit sur ce genre j'ai utilisé ce genre d'expression, on utilise beaucoup le terme d'armée coloniale. Et en réalité, le terme d'armée coloniale n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'a jamais existé, officiellement parlant, une armée coloniale. Et c'est justement toute la recherche qui est dans ce livre. C'est pourquoi il n'a pas existé d'armée coloniale, pourquoi il a existé une armée d'Afrique, concurremment à des troupes coloniales, et pourquoi les autorités politiques et militaires ont décidé, à un moment ou à un autre, de ne pas réunir. Et toute cette question de l'union ou la séparation des formations nous ramène en réalité à une histoire du politique et à l'histoire aussi de l'expansion ultramarine et à la façon dont elle a été menée depuis les origines. Et quand je parle des origines, c'est les origines avec la conquête et la conquête sur le territoire. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, essayer de remonter et de reconstituer en fait une trame chronologique, bien évidemment, à partir d'archives les plus précises possibles, pour essayer de reconstituer, c'est à la fois la constitution de cette formation troupes coloniales stricto sensu, mais essayer aussi de montrer que cette formation des troupes coloniales s'est toujours construite dans une compétition très régulière et très marquée à certains moments avec l'armée d'Afrique, autrement dit avec la métropolitaine, puisque l'armée d'Afrique est issue directement de la métropolitaine. Et cette opposition entre ce qu'on appelle la colo et la métro, eh bien, est constitutive en réalité de l'histoire des troupes coloniales, et c'est l'élément qui m'a beaucoup intéressée dans la recherche que j'ai pu faire, et qui permet aussi la grande découverte que j'ai faite dans cet ouvrage, qui pour moi finissait par éclairer tous les questionnements que je me posais depuis des années, c'est pourquoi à un moment finalement les troupes coloniales finissent par se fondre dans la métropolitaine, et à quel moment cette fusion commence à se faire. Donc vous le verrez, pour ceux qui m'ont fait la gentillesse et l'honneur d'acheter le livre et de le lire, c'est toute la question qui va apparaître à partir de l'entre-deux-guerres, dans une période de recomposition massive, après la Première Guerre mondiale, quand on décide de démobiliser de façon importante, il faut repositionner l'ensemble des forces françaises, métropolitaines et coloniales dans leur ensemble. Et à partir de ce moment-là, les petites troupes coloniales eh bien, apparaissent en difficulté sur un plan politique au sein de l'arme, pour s'imposer face à la grande armée d'Afrique et surtout face à la métropolitaine qui a ses assises à Paris. Et c'est tout le débat que moi j'ai découvert à travers cet ouvrage, que l'on retrouve sous différents vocables, la fusion, la compénétration, l'interpénétration. Il y a toute une série de vocabulaires qui sont utilisés dans les documents publiés par les troupes coloniales pour montrer comment la formation a cherché à lutter contre son absorption, hein, c'est un principe de fusion-acquisition, vous connaissez ça très bien, hein, Monsieur Barjot, et cette tentative d'absorption par la métropolitaine, eh bien, les troupes coloniales ont réussi à résister pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à 1958-1962, pour éviter cette absorption, et surtout, les troupes coloniales ont réussi une reconversion à partir du moment des indépendances pour continuer à exister, pour que l'artillerie de marine et l'infanterie de marine intègrent ou réintègrent en quelque sorte l'ensemble de l'armée de terre et soient considérées comme des armes à part entière. Donc c'est le fil rouge de cet ouvrage, hein, de comprendre aussi, et c'est toujours pareil, c'est assez difficile pour un universitaire d'expliquer ces notions d'armes, de subdivision d'armes, qui sont très difficiles à faire comprendre à des étudiants. Hein, quand je leur explique ce que c'est qu'une armée, une arme, une subdivision d'armes, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avec les étudiants qui ne vont plus, vous le savez, faire leur service militaire. Donc tout ça, ça leur paraît très très compliqué. Et ce sont des éléments qui ne sont pas dans le discours habituel des milieux militaires, qui ne font pas l'objet d'un réel étalage, puisque d'abord il y a des rivalités, des tensions, et puis les militaires considèrent que peut-être aussi que ça n'a pas d'intérêt pour les civils de connaître toutes ces nuances. Or, ce que j'essaye de montrer, en tous les cas pour moi, c'est que moi ça m'a beaucoup intéressé, je trouve que c'est tout à fait passionnant de voir comment, au fond,
une arme est quelque chose de très vivant et que tout au long de son existence, une arme ne cesse pas d'évoluer et cette évolution se fait à travers des individus qui vont être plus ou moins moteurs. Alors ça a été l'autre volet qui m'intéresse beaucoup dans le travail que je mène et dans les travaux que je vais mener par la suite, c'est de voir qui sont les individus qui sont importants dans une arme. Alors, dans le milieu militaire, on a tendance à héroïser les personnages, mais dans le milieu civil, on essaye de retirer un petit peu le mythe et d'aller plus s'intéresser à la question de la personne et au poids réel de l'individu. Eh bien, on essaye de retrouver ces individus qui ont compté pour faire en sorte que cette arme existe et soit importante. Alors, pour les troupes coloniales et la création des troupes coloniales, ce qui a permis, et là aussi ce sont des... J'ai cherché à lutter contre les clichés qui existaient sur la coloniale. Parmi les clichés, messieurs, sachez-le, alors le professeur Frémaux n'est pas là, je suis désolée qu'il ne soit pas là, non seulement parce que c'est mon patron à l'université, mais parce qu'il connaît tous ces sujets parfaitement, mais il avait une très bonne raison de ne pas être là aujourd'hui, monsieur Barjot le sait, il est allé porter le livre sur l'armée islam à l'Élysée aujourd'hui, et donc il avait de très bonnes raisons de ne pas être là avec nous aujourd'hui. Alors, le professeur Frémaux vous dirait très volontiers, vous pourrez lui poser la question, que cette fameuse expression que vous connaissez tous, et au nom de Dieu, que vive la coloniale, eh bien, est une expression apocryphe, et qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'a jamais été dite. Et alors, j'ai cherché à essayer de revenir sur cette expression, de retrouver est-ce qu'elle avait été dite ou non. Alors là, ça fait partie en fait des difficultés que nous avons, c'est que on entend des bribes de choses. J'ai rencontré des vieux marsouins dans les autres choses que j'ai cherché à reconstituer aussi et qui vous intéressent aussi. C'est sur la fameuse affaire Voulet-Chanoine dont je n'ai pas oublié de parler naturellement. J'avais rencontré un vieux marsouin, monsieur Linke, qui m'avait dit que Voulet n'avait jamais été tué par les tirailleurs, hein, et que Voulet était parti dans la brousse, et qu'il avait disparu dans la brousse, et qu'il avait fini par vivre une vie tout à fait normale, isolé dans la brousse. Et donc, j'ai appelé quelquefois monsieur Barcellini, un responsable du Souvient français, à faire ce travail de repérage et de travail de recherche sur les tombes de Voulet et de Chanoine pour essayer de voir s'il y a des pierres dans les tombes ou s'il y a bien les squelettes des deux individus. Mais voilà, il reste encore un certain nombre de mystères sur l'histoire coloniale. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, et je cherche petit à petit à enlever quelques-uns. Mais ici, l'histoire, il s'agissait de bien montrer son ancrage, non seulement militaire, avec les personnalités les plus connues, donc les Gallieni, les Mangin, les Gouraud, plus tard les Valluy, et puis d'autres généraux qui ont été très importants, mais aussi à essayer de voir qui sont les individus beaucoup moins connus qui ont participé à ces troupes coloniales. Alors c'est l'objet d'un gros travail qui va se faire, hein, ça va être un petit peu la suite du travail, d'aller à la découverte de ces marsouins et de ces bigorres beaucoup moins connus, pour lesquels j'ai déjà un petit peu travaillé et où je me suis rendu compte que, au-delà des grandes figures que vous connaissez et que vous célébrez très régulièrement, eh bien, la plupart des autres, qui se comptent naturellement par milliers, eh bien, ces autres ont eu des carrières qui ne sont pas si glorieuses que ça. Et j'avais fait un premier travail prosopographique qui montrait sur un corpus de bigorres, qui montrait que la plupart terminaient leur carrière avec un grade de capitaine, en particulier des officiers qui étaient sortis de Polytechnique et de Saint-Cyr. Et ça a donc été pour moi une surprise de découvrir que des Saint-Cyriens et des Polytechniciens, pour leur très grande majorité, finissaient capitaine ou vaguement commandant, chef de bataillon. Et donc, la question qui mérite d'être posée aussi, c'est la question de ces carrières coloniales. Est-ce que ces carrières coloniales étaient intéressantes pour les gens qui partaient aux colonies? Alors, ce sont des choses que j'ai essayé de développer dans ce livre. On n'a pas toujours les éléments, et particulièrement les éléments chiffrés. Ça fait partie des choses, aujourd'hui, des travaux que je donne à mes étudiants pour que qu'on documente ces informations et qu'on arrive à savoir exactement ce qui se passait. Mais
Ce qui est intéressant, et ce que vous connaissez tous, c'est que quand on part en opération extérieure aujourd'hui, en OPEX, on a un surcroît de solde. Donc, à l'époque coloniale, à la grande époque coloniale, entre 1880 et 1900, on a effectivement des surcroîts de solde. On a même des périodes, et je l'explique dans le livre, où les soldats coloniaux, y compris les soldats noirs, sont mieux payés que des soldats métropolitains. Donc il y a des périodes où le gouvernement a voulu délibérément développer la colonisation, mais il y a aussi tout un pan de cette histoire qui reste encore très mystérieux encore pour moi, et qui mérite encore beaucoup de travaux de recherche. Alors, les acquis de cette histoire coloniale, enfin, j'espère avoir posé un certain nombre de points. Les acquis, c'est surtout une formation militaire, donc qui va pouvoir s'ancrer en tant qu'arme indépendante en 1900 grâce à l'épopée de l'Afrique, mais surtout à l'hypothèse en fait de l'ouverture de la campagne de Chine. Hein. Là, ça fait partie des mythes qui sont revisités aussi. C'est la campagne de Chine et pas l'Afrique, pas les conquêtes africaines qui donnent naissance aux troupes coloniales pour que la France s'affiche dans une compétition internationale à égalité avec les Allemands et l'Angleterre. Donc ça, c'est un aspect très intéressant qui a été mis au jour. Ensuite, le deuxième moment de cet ouvrage, c'est la question de la création de la Force Noire par le général Mangin, dont on va reparler, puisque ça va être le centenaire de la mort du général Mangin. Et cette histoire de la Force Noire du général Mangin, alors, c'est pas qu'elle est méconnue, c'est qu'elle n'est pas toujours bien interprétée par des historiens. Alors, je ne veux pas avoir l'air de dire que certains de mes petits camarades universitaires ne comprennent pas les textes des militaires, mais il se trouve que j'ai eu cette chance, dans le fond gros, c'est d'ailleurs un de ses avantages, de trouver les brouillons de la Force Noire. Et parce que Charles Mangin, quand il conçoit son livre La Force Noire, il fait comme tout militaire, vous savez tous très bien comment ça fonctionne. On fonctionne en état-major, on fabrique un texte à plusieurs, c'est un lieutenant ou un capitaine qui fait la matrice, qui fait le texte, et l'officier supérieur qui vise le texte, et ensuite le texte circule dans les états-majors et circule auprès de plusieurs autres officiers pour que chacun donne son avis. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce brouillon qui m'a permis d'abord de repositionner très clairement la date où le texte commence à être produit. Il commence à être produit en 1905, donc très tôt par rapport à sa publication qui intervient en 1910. Hein, il y a 5 ans entre le moment où il est fabriqué et le moment où il est publié. Et ça permet de repositionner en fait le projet de Charles Mangin. Le projet de Charles Mangin n'est pas lié à l'affaire avec les Allemands, hein, Agadir et Tanger, ça n'est pas une opposition vis-à-vis des Allemands, tel que c'est interprété par beaucoup de mes collègues universitaires, mais en réalité, c'est Mangin de retour d'Asie qui a vu, au moment où il faisait son tour en Asie, la construction du projet d'Armée jaune, et qui décide de transposer ce projet d'Armée jaune et de le transposer en Afrique avec un projet de Force Noire. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les grades de capitaine, les officiers qui terminent avec le grade de capitaine, ce que j'ai découvert aussi à travers le projet de Mangin, c'est que la Force Noire, je l'ai lu plusieurs fois déjà. La première fois que j'ai lu la Force Noire, j'ai eu une réaction que je qualifierais d'antimilitariste. C'est-à-dire que j'ai lu ce texte en disant, bon, Mangin propose que on fasse monter les Africains dans l'armée française, qu'on puisse les enrégimenter régulièrement. Bon, ça existait déjà avec les tirailleurs, mais il limite leur avancée jusqu'au grade de capitaine. Et lors de ma première lecture, je trouvais que son comportement, son raisonnement était un raisonnement dont le fondement pouvait être qualifié de raciste. Depuis que j'ai fait ce travail sur les officiers des troupes coloniales qui sont issus de Saint-Cyr et de Polytechnique, que j'ai découvert que 70 à 80% d'entre eux terminent avec le grade de capitaine, j'ai révisé mon jugement sur justement ce discours de la Force Noire de Mangin pour me dire qu'au fond, la proposition que fait Mangin est une proposition qui est en phase avec son temps. C'est tout simplement une proposition qui correspond grosso modo à la fin de carrière de la plupart des gens qu'il rencontre.
Et donc, ce que Mangin propose dans la Force Noire, c'est tout simplement à l'Afrique et à certains Africains de prendre l'ascenseur social qu'est l'armée française en particulier. Donc, ça permet de revisiter, vous voyez, les archives permettent de revisiter un document, de le replacer correctement dans son contexte social, politique, mental, intellectuel et militaire, et pour mieux le comprendre. Et donc, cette Force Noire de Mangin, c'est vraiment un projet qui est un projet pour créer une force noire, non pas tant pour faire la guerre de 14, que Mangin n'anticipe pas plus que ça, quand il dit qu'on peut engager les troupes noires en France ou dans l'armée métropolitaine, il pense à ce qu'on appelle l'Afrique blanche, c'est-à-dire à l'Afrique du Nord. Et en réalité, il est en train de préparer déjà la conquête du Maroc. Donc là, tous ces éléments d'archives, en fait, permettent de resituer tout ça et tous ces éléments. Et Mangin doit être revisité comme un personnage qui, j'espère qu'on le fera dans le prochain colloque, comme un personnage qui a ouvert des possibilités qui n'existaient pas dans l'armée française, c'est-à-dire de l'idée de créer une armée noire, et il est en quelque sorte le père des armées indépendantes qui vont apparaître en 1960. Il a posé en quelque sorte les jalons des transferts qui vont se faire entre les années 1950 et 1960. Alors je ne ferai pas forcément de Charles Mangin d'un grand progressiste, mais tout de même, il a posé un certain nombre de points très importants. Alors le troisième volet, eh bien, c'est tout simplement dans cet ouvrage, c'est l'engagement de cette force noire dans la guerre, malgré tout, dans la guerre de 14, après l'expérience des Sénégalais au Maroc. Et cet engagement en 14-18 va faire, ça a été dit par d'autres que moi, hein, notamment par Anthony Guyon, va faire de ces soldats que l'on considérait vaguement comme des soldats, comme des bandes, hein, comme des mercenaires, eh bien, ils vont acquérir un statut de soldat, une reconnaissance tout à fait méritoire et méritée naturellement par les autorités militaires françaises, y compris par les métropolitains. Et c'est justement cette reconnaissance des métropolitains pendant la période de 14-18 qui va ouvrir la période suivante. C'est qu'à partir du moment où les troupes coloniales ont laissé entendre que l'on pouvait enrégimenter des forces dites de couleur dans l'armée française, eh bien, à partir de ce moment-là, les troupes coloniales n'ont plus leur raison d'être stricto sensu, puisque le fondement même des marsouins et des bigorres, surtout des marsouins, c'était de former les tirailleurs sénégalais. À partir du moment où il apparaît dans la guerre de 14 que n'importe quel officier, qu'il soit colonial ou qu'il ne soit pas colonial, est en capacité de former les soldats noirs, eh bien, à ce moment-là, les troupes coloniales perdent leur essence même, par définition. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que l'on voit l'offensive des métros pour absorber les troupes coloniales. Et on va voir très bien le discours qui se met en place dans l'entre-deux-guerres. Il y a deux moments très distincts. Il y a d'abord ce qu'on appelle globalement la sortie de guerre, c'est-à-dire la période 1918-1925, avec des recompositions importantes, puisqu'on a besoin des tirailleurs sur le Rhin, on a besoin des tirailleurs pendant la guerre du Rif, et on a besoin des tirailleurs au Levant. Et on envoie sur ces fronts à la fois des coloniaux, des troupes coloniales, mais on envoie aussi des officiers de l'armée d'Afrique. Et ils se retrouvent face à des soldats noirs qu'ils estiment pouvoir commander autant que les troupes coloniales. Et à partir de ce moment-là, la nuance entre troupes coloniales et armée d'Afrique n'a plus sa raison d'être. Et elle commence à être discutée et négociée. Alors, la période de l'entre-deux-guerres est aussi une période de recomposition sur le terrain africain, où il y a un grand chambardement, où un certain nombre de Blancs ne veulent pas voir des Noirs aussi monter dans l'ascenseur social, et où il va y avoir des compétitions qui sont des compétitions dont je restitue les discours qui ne sont pas tout à fait amènes, et qui montrent aussi que la notion de mission civilisatrice n'est pas une notion tout à fait partagée par tout le monde. Et puis, le grand temps aussi, le dernier grand temps de cette période d'entre-deux-guerres, c'est la création, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, de ce concept d'empire qui n'existait pas précédemment dans le milieu militaire. Hein, là, on parle aujourd'hui, dans les études coloniales, de l'empire, de l'impérialisme ou des études impériales.
Bien, la notion d'empire est une notion très tardive dans le milieu militaire français. Elle arrive en 1937-1938 dans le milieu politique, quand il s'agit tout simplement, donc dans le milieu politique, c'est-à-dire au ministère des colonies, quand il s'agit de préparer la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui s'annonce, et il s'agit de montrer qu'il existe dans les colonies, qui sont des colonies bien séparées les unes des autres, entre l'Afrique, l'Asie et les autres territoires d'outre-mer, et bien de montrer qu'il existe un ensemble. Et là, naturellement, le modèle c'est l'Angleterre, il s'agit de singer l'Angleterre et de montrer que l'on dispose d'une force que l'on va pouvoir jeter dans la bataille. Et véritablement, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale que les troupes coloniales vont pouvoir en quelque sorte rebondir, puisque c'est la grande épopée de Leclerc, c'est le rôle joué par Félix Éboué qui va permettre de montrer qu'au fond, les troupes coloniales ont encore un rôle à jouer dans la défense de la France, et ça va être une sorte, si vous me permettez cet anglicisme, une sorte de revival des troupes coloniales qui va s'opérer pendant la Deuxième Guerre mondiale grâce à ces individus, naturellement Charles de Gaulle, qui va s'appuyer sur ces forces d'outre-mer. Et puis, dans la dernière période, eh bien, c'est la période qui est la plus intéressante pour moi en tant que chercheuse, parce que c'était celle que je connaissais le moins. Mais c'est une période, j'ai eu, pour tout vous dire, beaucoup de mal à trouver des documents. Et il est très difficile de trouver pour cette période-là des textes d'officiers qui montrent la difficulté pour eux d'exister en tant qu'armes, tout simplement parce que les recompositions de sortie de guerre sont très importantes dans l'armée française. Et puis, les deux guerres qui se mettent en place, l'Indochine puis l'Algérie, vont naturellement bousculer beaucoup l'armée française. Ce sont les sujets de mes collègues et je n'ai pas à revenir sur ces questions-là, mais naturellement, les deux guerres de décolonisation vont être très mal vécues, non seulement par les troupes coloniales, mais également par l'ensemble de l'armée française. Et durant cette période-là, eh bien, un certain nombre de chefs militaires alors pour le coup des généraux qui ont des entrées dans les milieux politiques parisiens vont réussir à défendre l'existence et justifier l'existence des troupes coloniales et leur permettre de se maintenir jusqu'aux années 60, moment où le passage va se faire avec une intégration très en douceur, je dirais, dans l'infanterie, enfin dans l'armée de terre, au sein de l'armée de terre, avec une recomposition par le nom. On revient à l'appellation infanterie de marine et artillerie de marine, et qui permet de reconstituer les troupes de marine dont vous êtes aujourd'hui tous les héritiers. Donc cette histoire, naturellement, mériterait d'être continuée. Et c'est une invite que m'a fait Jacques Frémaux de continuer cette histoire des troupes de marine. Et bien évidemment, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. Et sachez-le, messieurs, c'est un travail qui est en cours de route. J'ai mis en place depuis 2-3 ans maintenant un gros travail de prosopographie qui a vocation à monter en puissance et qui monte en puissance ces jours-ci. La prosopographie, c'est de la sociologie historique en réalité. On fait des petites biographies, et toutes petites biographies d'individus, mais quand on multiplie par 10, par 100, par 1000, par 10 000 et par 100 000, je travaille aujourd'hui sur un corpus de 100 000 individus, eh bien, on arrive à avoir des idées très précises de ce que sont les carrières. Et donc, dans les prochains travaux sur lesquels je vais travailler, je vais faire beaucoup de prosopographie sur les officiers coloniaux, ces fameux officiers coloniaux que l'on connaît très très mal. Mais je mène là un gros projet de prosopographie sur les polytechniciens, les Saint-Cyriens et les Bordaches, pour avoir une vision plus globale des carrières militaires du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Je m'arrête au milieu du XXe siècle pour préserver vos familles, messieurs, et respecter la RGPD qui nous est imposée, le respect des données personnelles. Mais, et je conclurai sur ce point, je crois qu'il est important, j'ai eu une chance, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une chance formidable d'avoir accès aux fonds Gouraud, et je remercie, alors ils ne sont pas présents, mais je les ai remerciés déjà beaucoup, je remercie la famille Gouraud, où il y a beaucoup de militaires, je les remercie de m'avoir laissé travailler en historienne,
complètement, sans jamais intervenir dans mes travaux, sans jamais me demander ce que je faisais. Et je sais que quand je leur ai parlé du lobby colonial, et je leur expliquais que leur arrière-grand-oncle était un des bras armés du parti colonial, ça ne leur a pas fait plaisir. Mais ils m'ont laissé faire ce travail qui permet de vraiment avancer sur ces structures militaires. Et je crois qu'il est très important que vous ayez conscience que les archives que vous avez chez vous, ces archives sont extrêmement précieuses pour nous historiens. Et il est très important que vous les laissiez à vos enfants, à vos petits-enfants, et qu'un jour ces archives aillent dans des centres d'archives et que vous acceptiez que des universitaires qui ont peut-être un parcours et familial antimilitariste, comme c'était mon cas, eh bien, s'emparent de vos archives et sachent en faire un travail historique dans lequel vous vous reconnaissez, en tous les cas, je l'espère. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, nous allons engager maintenant un échange avec la conférencière et j'invite donc les volontaires à poser leurs questions. Je propose peut-être que nous fassions 3 premières interventions et puis que la conférencière, Julie Dandurin, vous réponde en bloc. Qui souhaite intervenir? Je vous en prie. Avec le retrait massif des forces françaises en Afrique, comment voyez-vous la reconstruction, la reconversion des troupes de l'armée? Vous voulez dire aujourd'hui? Je veux dire aujourd'hui, je sais que ce n'est pas l'objet de votre livre, mais enfin, ça serait intéressant avec la regard historienne. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas ma spécialité. On prend les autres questions, d'accord, très bien. Qui souhaite intervenir encore? Je vous en prie. C'est un détail plus. Quand en 1959, que les troupes qui étaient devenues des troupes coloniales d'outre-mer reprennent l'appellation troupes de marine, il a été proposé qu'ils rejoignent la marine. La marine était tout à fait d'accord, mais ne prenait que les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel. Ne prenait pas les généraux, qui étaient supposés ne pas être interarmes. C'est une des raisons qui ont bloqué ce passage des troupes d'outre-mer dans la marine sous l'appellation infanterie marine, comme c'était le cas avant 1900. Une dernière intervention. Je vous en prie, en général. Le prolongement de la question du colonel Ronde, savoir si vous avez l'inverse, pour quelle raison de la marine, de la guerre, et alors, on entend dire beaucoup de choses, notamment que on entend dire que l'engagement à terre, notamment dans la grande armée, mais aussi après au moment de la qu'elles avaient une utilité intéressante. Donc, reste-t-il véritablement qu'est-ce qui a conduit à ce que la marine pour entrer l'armée finalement? Je vous en Très prie. bien, Vous très pouvez bien. répondre. Vous m'autorisez, monsieur le secrétaire perpétuel, à répondre de façon chronologique, c'est-à-dire par question inverse. Alors, donc, général, donc, sur la question de l'intégration, on a, donc, de 1900, on a beaucoup d'éléments sur cette question-là. Et effectivement, c'est une demande récurrente, mais qui est d'ailleurs très ancienne, parce qu'elle remonte pratiquement au XVIIIe siècle, et puisqu'il existait quand même des formations dites coloniales bien avant le XIXe siècle. Et on voit très bien que les marsouins et les bigorres, très tôt, se sentent les mal lotis sur les navires de la marine. Et on a une série de textes qui le disent très clairement.
Et juste avant 1900, il y a un petit journal qui est créé par un officier dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Bonnetin. C'est un personnage fascinant, Bonnetin, parce que c'est un républicain, un homme de gauche, hein, et il est tout à fait hostile aux marins. Et il écrit, donc il crée une feuille qui va avoir une existence assez courte, 2 ans, et sa feuille, c'est un brûlot contre les marins. Mais toutes les pages, c'est un brûlot contre les misères qu'ils subissent sur les navires, voilà. Et il participe de ce discours où il s'agit de se séparer de la marine parce que, en réalité, ils sont formés par l'armée de terre, ils sont payés par l'armée de terre, plus ou moins à certains moments, parce qu'ils retournent faire des formations à l'armée de terre, et leurs pensions sont prises en charge par l'armée de terre, en fin de carrière, mais ils sont sur les navires et pendant leur temps de service aux colonies, pris en charge par la marine. Et dans la question des avancements de carrière, eh bien, ils passent après les autres, après les marins. Et ça, ils sont furieux. Alors tout à l'heure, il y avait Emmanuel Mangin qui était présent, avec qui j'ai pu discuter, et il me rappelait un fait qui est tout à fait emblématique. Charles Mangin et Henri Gouraud sont à peu près de la même génération, un an près. Et alors que Gouraud est capitaine en 1898, il est parti en Afrique au titre du détachement, donc c'est l'infanterie, l'armée de terre qui le fait avancer. En 1898, Gouraud est capitaine, alors que Mangin reste encore lieutenant, parce que lui, il est infanterie de marine. Donc là, on voit bien, il y a une différence, et la différence, c'est une dizaine d'années d'écart entre eux. Donc le travail qu'on fera de prosopographie nous permettra d'avoir des calculs très très justes sur les temps pour devenir lieutenant, capitaine, etc., sur ces questions-là. Et on verra bien, on pourra vérifier et avoir des chiffres précis pour vérifier que l'appartenance ministérielle est un enjeu déterminant pour les carrières. Et j'ai tendance à penser qu'une bonne partie de l'histoire, alors des troupes coloniales bien sûr, mais une grande partie de l'histoire de l'armée peut se lire à travers la question des carrières. Et vous le savez, vous n'avez pas de syndicat, c'est bien dommage parce que sinon on aurait des archives et on pourrait savoir ça beaucoup plus facilement. Donc on va être obligé de contourner la difficulté pour savoir tout ça, et la prosopographie sera un moyen pour avancer sur cette gestion des carrières et arme par arme, et la façon dont les armes avancent plus vite à certains moments que d'autres. Alors ensuite, Monsieur Rond, la question sur 1959 et la question des appellations et cette question du retour à la marine. Alors effectivement, il y a des proximités très grandes entre les Marsouins, les Bigorre et les Bordages, ceux qui sont passés par l'école navale. En réalité, ce sont les mêmes familles, ils viennent des mêmes familles, ce sont les mêmes univers mentaux et ce sont les mêmes structures. Et en 1959, effectivement, il y a toute une catégorie de colos qui réclament à repartir à la marine en justifiant que l'outre-mer, après tout, ça passe, on est embarqué sur les navires. Mais il y en a aussi un certain nombre qui se souviennent ou c'est mythique, ils se souviennent de cette forme de maltraitance d'autrefois et qui refusent. Mais derrière tout ça, ce qui, moi, me semble très intéressant, c'est la question, je l'aborde beaucoup, c'est aussi pour ça que dans le titre, dans le sous-titre, il y a les troupes histoire politique et militaire. Cette histoire coloniale est fascinante d'un point de vue ministériel, parce que c'est une véritable compétition ministérielle, et on attend, peut-être que l'Académie pourrait s'en occuper, une histoire ministérielle de l'outre-mer. Ce serait un sujet tout à fait fascinant de voir comment le premier ministère, c'était la marine, et puis comment la marine se fait rapidement concurrencer par la guerre, et puis comment les affaires étrangères entrent dans la danse en disant les colonies, c'est la guerre, les protectorats, c'est pour nous, et puis comment ensuite l'instruction publique se mêle de tout ça en disant les missionnaires, c'est nous. Voilà. Et en fait, il y a toute une histoire du monde colonial qui reste à faire sur cette histoire politique. Et ces enjeux sont extrêmement importants, notamment quand on regarde, alors ça a été quelques travaux que j'ai déjà faits sur le ministère des colonies. Ce ministère des colonies qui attend son livre, il manque un livre sur le ministère des colonies. Le ministère des colonies est fascinant parce que ce ministère est créé en 1894 et en réalité, il est, et il va rester extrêmement longtemps, un ministère croupion
parce qu'il est systématiquement torpillé par le lobby colonial qui est plus puissant que lui. Et ça, c'est fascinant, parce que vous avez un ministère qui, au fond, se fait dicter sa politique par le Parlement, par les hommes qui sont donc à l'Assemblée et, pour une part, au Sénat. Et c'est là que les choses se font. Et c'est pour ça que le lobby colonial, j'en parle beaucoup dans ce livre, c'est parce que ce lobby colonial a été plus que tout autre l'un des acteurs majeurs de l'histoire coloniale et par conséquent aussi de l'histoire des troupes coloniales. Et dans mon esprit, il ne s'agit pas... Alors, on utilise ce terme de lobby qui est un terme aujourd'hui qui est beaucoup utilisé, qui est parfois mal perçu, mais en réalité, le lobby fonctionne exactement comme un groupe de pression. C'est bien son rôle, c'est ça qui est son action. Et ce qui est intéressant à voir dans le lobby colonial, c'est de voir qu'au fond, son action, c'est surtout une action qui est très internationale. Le lobby colonial, son interlocuteur principal, c'est son équivalent en Angleterre et l'équivalent allemand. On est là dans une histoire qui est une histoire profondément internationale et profondément diplomatique. On est au plus haut niveau du politico-diplomatique. Et les troupes coloniales sont à l'intersection de toute cette histoire. Donc le jeu ministériel, c'est une histoire qui n'est pas encore faite, hein, Monsieur Ronde, et qui mériterait d'être faite. J'attends les étudiants qui voudraient bien se lancer sur une histoire de ce type, qui est une histoire très compliquée. Et alors pour terminer, donc monsieur, quel est le rôle des troupes coloniales? Quel pourrait être des troupes de marine, pardonnez-moi, quel pourrait être le rôle des troupes de marine aujourd'hui? Eh bien, faire la guerre, bien évidemment, puisque c'est ça leur mission. Je ne pense pas dévoiler des secrets quand on dit que l'armée se prépare, mais avec des troupes de marine qui ne sont plus forcément tournées vers l'Afrique, mais qui se tournent vers le nord de l'Europe et qui vont faire des formations pour apprendre à circuler dans des grands espaces où il fait froid. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le caractère expéditionnaire de la formation qui est le cœur de ces formations militaires. Quand je croise aujourd'hui des jeunes officiers des troupes de marine, ils se voient très bien, un petit peu comme des alpins avec des skis et puis aller vers le Grand Nord. Donc je pense que c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut concevoir aujourd'hui les troupes de marine. Mais toute la question aussi, c'est de voir comment évoluera dans les années qui viennent le rapport de la France avec l'Afrique. Il vient de se passer beaucoup de choses ces dernières années avec la présidence d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une autre histoire. Une intervention, je vous en prie. Oui, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est finalement l'intégration de ces officiers de la France travailler dans les troupes françaises lorsqu'il y a eu l'indépendance. Il y a quand même un certain nombre d'officiers, de soldats, guardiens, etc., qui étaient dans l'armée française, qui ont combattu en Indochine, qui ont éventuellement combattu en Algérie. Donc l'indépendance de leur pays Alors, très bonne question. Donc, alors, j'ai beaucoup travaillé sur les officiers, et je reconnais très clairement, c'est mon sujet de recherche, je travaille davantage sur les officiers français. Ça n'est pas un choix idéologique, c'est juste que c'est plus facile en termes d'archives pour trouver les officiers français. Mais vous avez raison, les officiers africains qui sont formés par l'armée française et qui vont servir ou en Indochine ou en Algérie et qui ensuite, au moment des indépendances, participent à la création des armées africaines, là, il y a tout un champ de recherche qui est en train de s'ouvrir tout juste. Alors, on a une très belle thèse qui avait été faite par une jeune femme qui s'appelle Camille Évrard, qui a fait une thèse avec Pierre Vermeuren sur l'armée mauritanienne, où elle a bien travaillé cette période des années 50-60 pour montrer comment il y a un passage de témoins qui s'opère dans ces années-là, hein, des années 50-60. Alors aujourd'hui, ce passage de témoins, quand vous en entendez parler au titre d'une presse qui s'énerve un petit peu en vous parlant de la France-Afrique, en disant que la France est toujours présente en Afrique pour faire ses trafics, mais en réalité, alors c'est vrai qu'on manque encore de travaux pour avoir une vision globale de cette période-là, mais quand
les troupes de marine sont parties de l'Afrique, il me semble, je l'aborde un petit peu avec les archives que j'avais à ma disposition, il me semble que les partenariats ont été extraordinaires dans cette période-là pour que la France participe à la construction des armées africaines. Et c'est pas seulement une participation qui s'est faite où on donnait des armes, où on revendait des armes de deuxième catégorie, c'est tout simplement un savoir-faire et un savoir-faire, savoir-être, des règles qui ont été transmises. Et là, on est dans un champ de recherche qui mériterait d'être ouvert et qui mériterait d'être davantage travaillé, qui est la question de la diplomatie militaire. Comment l'armée, et comment, d'une manière générale, les armées dans le monde, les armées occidentales, l'armée française, l'armée américaine, l'armée anglaise, l'armée allemande, comment ces armées ont, à partir des années 30, dans le sillage de la formation des armées de l'Europe de l'Est, comment ces armées ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans ce qu'on appelle la diplomatie militaire, c'est-à-dire la capacité de former les élites militaires des autres pays pour pouvoir ensuite rester en contact avec ces pays. Alors, là où les troupes de marine sont intéressantes, c'est qu'elles ont ça dans leur ADN. C'est très clairement inscrit dans leur façon de faire. On forme les armées locales et quand on voit des officiers sur place qui sont bons, on les fait monter. Mais l'armée métropolitaine française a pris conscience de cette diplomatie militaire dans l'entre-deux-guerres et l'armée anglaise avait pris conscience de ça aussi depuis assez longtemps avec l'armée des Indes et ces deux formations ont commencé à construire une diplomatie militaire qui là aussi attend les ouvrages et les chercheurs qui pourraient prouver qu'elle a bien existé. Alors là aussi, le meilleur moyen de prouver cette diplomatie militaire et de la cibler, ce sont les écoles militaires. C'est là où commence le processus de formation et c'est là où commence le processus de diplomatie militaire. Vous êtes certains à savoir, j'ai travaillé à l'école militaire à Paris et il m'a été donné de donner des cours à l'école de guerre et parfois j'étais un petit peu surprise avec ce qu'on me demandait de faire comme cours. Et on m'avait expliqué, c'était très simple et très clair, on m'avait dit ces jeunes gens arrivent d'Afrique, ils sont francophones, ils doivent repartir de l'école militaire au bout d'un an en étant francophiles. Et donc là, vous avez le résumé absolu de ce qu'est la diplomatie militaire à la française. Mais naturellement, les Britanniques font la même chose, l'Allemagne fait la même chose, les États-Unis font la même chose. Et là, c'est un vrai sujet d'intérêt général pour le pays. Et l'armée a un rôle à jouer et un rôle à organiser, à structurer. C'est naturellement votre intérêt de former le plus possible d'autres armées. Et j'ajouterais, dernier point, c'est que nous avons une chance de vivre dans un État qui est un système républicain, même si en ce moment on sent qu'il y a des difficultés du tangage, mais nous sommes en République, nous sommes dans un système qui est très réglementaire, très constitutionnel, et à choisir, il vaut mieux que ce soit la France, l'Angleterre, enfin, ou des pays qui sont des démocraties, qui forment les autres pays pour former leurs armées. Alors, très bonne question. À l'époque coloniale, l'Italie le fait, essaye de le faire dans ses zones d'action. Pour l'Espagne, l'Espagne essaye de le faire pour la formation militaire qu'elle va mettre en place, notamment qu'elle envoie au Rif, hein, dans la région du Rif. Mais là, les formations qui sont faites, avec notamment le général Franco, ce sont des formations qui mériteraient d'être étudiées de près par les jeunes chercheurs français, parce que les origines des formations des troupes coloniales espagnoles ont plusieurs origines. Franco a puisé à la tradition militaire coloniale française, mais il est allé chercher d'autres traditions. Et bon, c'était pas mon sujet, j'ai pas fouillé, mais voilà, il y a des traditions militaires qui se sont développées. Et ces traditions militaires, ça va très très loin. On a des travaux, par exemple, sur l'armée japonaise qui a été formée par les Français et les Allemands. Donc voilà, cette question de diplomatie militaire, c'est un vrai sujet global de recherche. Alors l'Allemagne le fait à sa manière, avec
toujours un petit peu, c'est toujours un peu difficile hein, pour l'Allemagne. Hein. C'est une formation qui est très tournée vers l'éthique, hein, vers les questions éthiques. Mais le Portugal, je ne sais pas, c'est vraiment un peu loin de mes sujets, là, j'avoue. Une intervention, je vous en prie, mon général. On dit que les troupes de la marine française auraient influencé les États-Unis dans la création de la Marine Corps. Oui. Alors, est-ce vrai? Par contre, l'évolution du Marine Corps est inversement l'inverse de l'évolution de la troupe de marine. Une espèce d'armée coloniale. Alors que le Marine Corps constitue une armée à part entière, et personne ne viendrait à l'esprit de personne l'intérêt d'avoir un corps des Marines à côté de l'armée de terre, de l'armée de l'air, à côté de la marine. La relation avec le Marine Corps, est-ce qu'historiquement il y a quelque chose? Alors, historiquement, il y a quelque chose, et il y a une fascination des Américains pour le système colonial français, la façon dont ça a été construit techniquement. Ce qui fascine les Américains, en réalité, c'est ce que les militaires français appelaient le système des petits paquets, mais qu'on appelle aujourd'hui plus communément le système D, c'est-à-dire la débrouillardise, on fait beaucoup avec 3 fois rien. Donc ça fascine les Américains, parce que, naturellement, arriver à coloniser, à prendre en main des territoires grands comme les États-Unis en 20 ans, avec quelques centaines d'hommes parfois, c'est tout à fait impressionnant quand on lit les documents. Mais après, plus généralement, il faut comprendre que, au fond, l'histoire de l'armée américaine et l'histoire de l'armée française ont 2 structurations mentales et politiques qui sont complètement différentes. L'armée française est très malthusienne avec ses formations opérationnelles, très malthusienne aussi avec ses élites militaires. Elle recrute à peu près autant de Saint-Cyriens de polytechniciens dans les années 1940 qu'en 1820. Pourquoi n'augmente-t-elle pas les chiffres alors que le niveau des bacheliers explose? Eh bien parce qu'elle veut maintenir une armée sous tutelle politique. Et là, il y a vraiment un choix qui est un choix très français, qui est différent de ce choix américain, où l'armée s'est construite avec la guerre de sécession et où le rapport avec le politique est différent. En France, et là c'est très clair avec l'infanterie de marine, on le voit quand on lit les documents des parlementaires, y compris sous la Troisième République, y compris sous la plume d'un homme comme Eugène Etienne, qui pourtant est acquis aux troupes d'infanterie de marine. La France républicaine a peur d'une armée de prétoriens qui traverserait, qui franchirait le Rubicon et qui prendrait le pouvoir. Et ça, c'est presque structurant dans la pensée des politiques en France. Donc il faut que le pouvoir militaire soit toujours sous tutelle du politique. Et on a régulièrement des événements et des épisodes qui rappellent que le politique dit aux militaires vous êtes sous ordre et c'est vous soumettez ou c'est se soumettre ou se démettre, en fait, c'est ce principe-là. Et là, c'est assez clair et on voit les différences de culture entre les territoires. Une dernière intervention, peut-être? L'Ancien Régime, il y avait-il des troupes de marine qui partaient qui partaient? Oui, sous l'Ancien Régime, il y a effectivement des troupes de marine qui existent. Et si ce sujet vous intéresse, il y a déjà eu un travail de recherche qui a été fait par un chercheur, qui est un de nos collaborateurs à la Société française d'histoire d'outre-mer. C'est Boris Le Sueur, en un seul mot, et qui est le grand spécialiste de ces troupes. Et son ouvrage est un ouvrage qui fait tout à fait référence. Et ce sont les ancêtres des troupes de marine du 19e, naturellement. Plus d'intervention. Eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer dans la salle à côté où nous pourrons procéder à la signature d'ouvrages grâce à la présence de l'auteur et des éditeurs. Merci beaucoup.